Salut à tous, j'espère sincèrement que tout roule pour vous. Si vous avez suivi notre première émission toute fraîche, toute chaude, vous savez déjà, on est en train d'assister à un moment charnière. Oui, vous ne rêvez pas, l'Algérie vient de poser un acte fort, un tournant inédit dans sa longue et complexe histoire avec la France. Un cap vient d'être franchi, et pas n'importe lequel, un moment gravé dans le marbre. Alors non, ce n'est pas juste un énième texte qu'on classe dans les archives pour la forme. On parle ici d'une loi au poids symbolique et stratégique. Elle ne se limite pas à dire « la colonisation c'est mal pas bien, honte à elle ». Non, ce n'est pas une incantation moralisante ou une leçon d'histoire ennuyeuse. Ce texte, c'est une arme juridique, une vraie. L'Algérie s'en équipe pour poser les bases noir sur blanc d'une demande d'indemnisation totale. Oui, totale aussi bien pour les souffrances morales que pour les pertes matérielles causées par 132 ans de domination française. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parmi ces articles, cette loi impose à l'État algérien de passer à l'action, contacter Paris, leur remettre une addition bien salée et pas une estimation à la louche. Une facture complète détaillée justifiée, exigeant réparation pour tous les préjudices infligés. Car, et c'est là que tout change, ce texte n'est pas un souhait vague ou une supplique. Non, il érige cette demande en droit absolu, non négociable, sacré pour l'Algérie et son peuple. Et selon cette loi, la France n'est plus seulement interpellée. Elle est mise face à une obligation morale et potentiellement légale. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où ça devient franchement inédit, c'est que depuis son indépendance, l'Algérie n'avait jamais mis la pression pour obtenir un centime de compensation financière. Pendant des décennies, la priorité était ailleurs obtenir de la France un mea culpa clair, une reconnaissance officielle des atrocités coloniales. Ce que l'Algérie réclamait surtout, c'était des excuses, pas des virements bancaires. Certes, il y a eu quelques exceptions. Deux gros dossiers bien balisés. D'un côté, les essais nucléaires français dans le Sahara entre 1960 et 1966, 17 explosions atomiques qui ont irradié sol, air et population. Là, Alger n'a pas seulement demandé des mots, elle a exigé la dépollution des zones contaminées et des compensations pour les victimes. Même combat du côté de Béchar à Regan et à Ain Eker, où la France aurait aussi joué avec des armes chimiques. Mais en dehors de ces cas précis, jamais le gouvernement algérien n'avait officiellement dit à Paris « payer pour les crimes du passé ». Ce genre de demande n'existait tout simplement pas jusqu'à maintenant. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On ne parle pas ici d'un simple amendement technique ou d'un détail administratif. Non, ce que l'Algérie vient de lancer, c'est une revendication d'un tout autre calibre, nouvelle audacieuse, presque iconoclaste. Une démarche qui, soyons honnêtes, risque bien de jeter un nouveau froid dans les relations déjà tendues entre Alger et Paris. Le texte de loi a bel et bien été voté, ça c'est un fait. Il est désormais inscrit noir sur blanc. Et c'est un mais de taille, cette loi débarque sans le mode d'emploi, parce qu'au fond, une grande question plane. Encore, on fait comment concrètement pour estimer l'addition? Qui s'en charge? Une commission. Très bien, mais laquelle? Nationale, internationale, conjointe? Est-ce qu'on missionne un groupe d'experts indépendants? Ou on monte un organe franco-algérien? Pour l'instant, c'est flou total. On parle bien de réparation intégrale et juste, mais aucun outil n'a été défini pour mesurer ce que signifie cette équité ou cette intégralité. Bref, l'idée est ambitieuse, mais la méthode reste à inventer. Là, soyons clairs, un petit cours d'histoire ne ferait pas de mal, surtout que cette demande algérienne va faire couler beaucoup d'encre et sans doute grincer bien des dents à Paris. Préparez-vous à une tempête diplomatique car cette affaire va mettre à l'épreuve la solidité des liens entre les deux pays. Mais attention, ce n'est pas une première mondiale. L'idée qu'un pays ayant subi l'occupation, les massacres ou même un génocide exige réparation de la part de son ancien bourreau n'a rien d'inédit. Ce genre de demande s'est déjà invité dans d'autres contextes avec d'autres acteurs. Prenons un exemple très concret, l'Allemagne. En 2021, Berlin a signé un accord avec la Namibie, ancienne colonie allemande nichée entre l'Angola et l'Afrique du Sud. La colonisation n'a duré que 4 petites années de 1904 à 1908 et pourtant elle a laissé des cicatrices profondes. L'Allemagne y a reconnu des actes qualifiés de génocide à l'encontre du peuple héréro. Résultat, un engagement à verser 1 milliard d'euros sur 30 ans. Oui, vous avez bien entendu. Comme quoi demander justice à son ancien oppresseur, ça se fait. Oui, l'Allemagne est passée à la caisse. Elle n'a pas seulement exprimé des regrets, elle a sorti le chéquier. Un accord en bonne et due forme a été signé avec la Namibie dans lequel Berlin s'engage à financer des projets de développement
à hauteur de plus d'1 milliard d'euros, une manière concrète de répondre aux atrocités commises durant la période coloniale. Alors attention, juridiquement parlant, le terme réparation n'a pas été utilisé noir sur blanc. Mais dans les faits, on est bien face à une compensation financière assumée. Et cet accord, c'est tout frais, il date de 2021. Voilà un précédent très récent qui devrait faire réfléchir. Et l'Allemagne n'est pas la seule à avoir dû affronter son passé. Direction le Royaume-Uni cette fois. Dans les années 50, les troupes britanniques ont écrasé brutalement une révolte au Kenya. Répression sanglante, torture systématique, particulièrement contre le peuple Mau Mau. Résultat. En 2013, Londres finit par plier excuses officielles et surtout indemnisation directe pour 200 survivants. Le montant, plus de 25 millions d'euros débloqués pour reconnaître les souffrances infligées. Ce n'est pas gigantesque, mais c'est un geste et surtout c'est écrit noir sur blanc dans les archives. Certes, le geste britannique n'a pas eu l'ampleur du pacte signé entre Berlin et la Namibie, on est loin du milliard d'euros. Mais malgré tout, il y a eu un effort, des victimes ont été clairement identifiées et certaines ont été indemnisées. Attention, pas tout le monde, uniquement ceux qui ont survécu à cette terrible répression ou leurs descendants directs. Bref, une reconnaissance ciblée mais réelle des atrocités infligées par l'armée coloniale britannique au Kenya. Et si on creuse un peu plus dans les archives, on tombe sur un cas bien plus ancien et beaucoup moins médiatisé, le face-à-face historique entre le Japon et la Corée du Sud. Entre 1970 et 1945, la Corée a subi une occupation brutale, entièrement militarisée. Et parmi les crimes les plus odieux, il y a celui-là des milliers de femmes coréennes réduite à l'état d'objet sexuel utilisé de force par l'armée impériale nippone. Torture, humiliation, violation massive des droits humains, tout y était. Mais fait rare pour l'époque, le Japon finira par admettre sa culpabilité. En 1965, Tokyo débloque 300 millions de dollars sous forme d'aide qualifiée de compensation pour Séoul. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ajoutent 200 millions supplémentaires, mais cette fois sous forme de prêts à conditions ultra favorables. Un geste diplomatique sans dire explicitement réparation, mais qui visait clairement à apaiser un lourd passé. Du côté de Tokyo, on a vite tourné la page. Pour eux, l'affaire était classée, le chèque avait été signé, le passé réglé. Mais à Séoul, la pilule ne passe toujours pas. Pour la Corée du Sud, les excuses et les aides globales ne suffisent pas, surtout quand les cicatrices restent ouvertes. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, le débat revient régulièrement sur la table. À chaque changement de gouvernement ou montée des tensions, Séoul relance l'idée d'indemnisation individuelle pour chaque victime de l'occupation japonaise. Car oui, le Japon a bien versé 500 millions de dollars à l'époque, mais du point de vue coréen, ça reste loin du compte. Et pourtant, cet argent n'a pas disparu dans la nature. Grâce à ces fonds, la Corée du Sud des années 60 a pu rebondir, reconstruire son économie et surtout développer des infrastructures solides pour sa population. Ce n'était pas rien. Voilà donc 3 exemples concrets. 3 cas où des puissances coloniales ont reconnu plus ou moins explicitement leurs fautes et ouvert le portefeuille. Alors oui, peut-être que certains en France vont grimacer en entendant les demandes algériennes, mais il serait bon de rappeler à nos chers amis français que l'idée d'indemniser les peuples autrefois colonisés n'est ni une hérésie ni un caprice. C'est une réalité historique que plusieurs pays ont déjà assumée. Mais s'il y a un précédent historique qui pèse plus lourd que tous les autres, c'est bien celui entre l'Allemagne et Israël. Juste après l'effondrement du Troisième Reich, une Allemagne brisée se relève sur les ruines du nazisme et cette nouvelle Allemagne, notamment celle de l'Ouest, ne tarde pas à faire face à son passé. Pas de détour, pas d'ambiguïté, elle admet sa responsabilité dans les crimes monstrueux du régime hitlérien, y compris l'extermination systématique des Juifs d'Europe, ce qu'on appellera plus tard la Shoah. Et c'est dans cet esprit de reconnaissance que dès le début des années 50, un dialogue s'ouvre entre l'Allemagne renaissante et l'État d'Israël, tout juste né en 1948. Israël ne demande pas seulement des mots, il exige justice, une justice historique mais aussi financière pour les souffrances innommables endurées par les Juifs sous le joug nazi. Et Berlin accepte. Des discussions intenses débouchent sur un accord devenu légendaire, l'accord de Luxembourg. Signé le 10 septembre 1952, ce traité marque un tournant. Ce jour-là, autour de la table, Konrad Adenauer, alors chancelier allemand des figures clés de la communauté juive internationale, dont le président du Congrès juif mondial, et celui de la Jewish Claims Conference, ainsi que le chef de la diplomatie israélienne Moshe Sharett. À 4, ils ont gravé dans l'histoire un accord que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un modèle de réparation morale et matérielle.
Parmi tous les accords de réparation jamais signés dans l'histoire moderne, celui-là trône au sommet. L'accord du Luxembourg n'est pas seulement un engagement politique, c'est un modèle absolu, une référence incontestée en matière de compensation financière suite à des crimes contre l'humanité et des actes de génocide. C'est sans exagérer l'accord le plus emblématique, le plus abouti, le plus marquant en la matière. Dès le départ, l'Allemagne ne fait pas les choses à moitié. Elle s'engage à verser 3 milliards de marks, une somme colossale pour l'époque. Si l'on convertit à la valeur actuelle, on parle de 7 à 8 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est que la première partie. Berlin ira plus loin en ajoutant 450 millions supplémentaires destinés à soutenir la reconstruction des communautés juives à travers le monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis cette signature en 1952 jusqu'à nos jours, l'Allemagne continue d'honorer cet engagement historique. Des versements réguliers sont effectués non seulement à l'État israélien, mais aussi à des associations juives, des fondations, des organismes qui soutiennent les survivants de la Shoah. Rien qu'en Allemagne, jusqu'au début des années 2020, plus de 2 milliards de dollars ont été versés au titre de prestations sociales et indemnisations. Une preuve concrète que lorsqu'un pays prend ses responsabilités au sérieux, il le fait pour de bon. Alors tenez-vous bien. Jusqu'en 2023, l'Allemagne a déboursé rien que pour les survivants de la Shoah présents sur son sol ou ailleurs en Europe la bagatelle de 1-2 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Et ce ne sont que les indemnités versées sous forme d'aide sociale et de compensation directe. C'est colossal, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Car si l'on cumule tout ce que l'État d'Israël ainsi que les communautés juives du monde entier ont reçu de la part de l'Allemagne depuis 1952, on atteint un chiffre vertigineux, 90 milliards de dollars. Oui, 90 milliards. Une somme astronomique qui montre à quel point la République fédérale d'Allemagne a pris au sérieux sa responsabilité historique et a mis de l'argent là où d'autres n'osent même pas poser des mots. Et pour ceux qui veulent aller vérifier par eux-mêmes, pas besoin de fouiller dans des archives poussiéreuses. L'accord de Luxembourg est consultable sur le site officiel des Nations Unies. Il fait exactement 48 pages, un traité en bonne et due forme qui a d'abord engagé l'Allemagne de l'Ouest, puis après la réunification dans les années 1990, toute l'Allemagne unifiée. Et tenez-vous bien, cet engagement, malgré les décennies, a toujours été respecté. Un exemple rare de constance. Dans un monde où les promesses s'envolent si vite, plongeons maintenant dans le contenu même de cet accord historique. Dès l'article 1er, le ton est donné. La République fédérale d'Allemagne s'engage à verser une somme à l'État d'Israël. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une déclaration solennelle. L'Allemagne, celle d'après-guerre, assume pleinement son passé. Elle reconnaît avoir été complice de crimes contre l'humanité, admet son rôle direct dans l'horreur de la Shoah et, en toute logique, accepte d'en assumer le prix. Cet engagement est inscrit noir sur blanc sans détour. Et pourquoi ce versement? Parce qu'Israël, de son côté, n'est pas resté les bras croisés. Le jeune État hébreu a dû faire face à une mission gigantesque, accueillir, loger, soigner, reconstruire des vies pour des centaines de milliers de Juifs expulsés, déplacés, brisés par la guerre. Ces hommes, ces femmes venaient de territoires ravagés par l'idéologie nazie de l'Allemagne elle-même, jusqu'aux zones qu'elle avait occupées. En 1952, Israël pose donc les choses très clairement. Vous, l'Allemagne, avez détruit des communautés entières en Pologne, en Ukraine, en Union soviétique, en Europe centrale et de l'Ouest. Maintenant, c'est à nous de ramasser les morceaux. Nous devons accueillir leurs survivants, soigner leurs blessures, reconstruire leurs foyers. Et pour cela, vous devez contribuer. Une demande aussi directe qu'incontournable. Et oui, l'Allemagne a payé. Pas un petit chèque symbolique, non. Jusqu'à aujourd'hui, la facture totale tourne autour de 90 milliards de dollars. Une somme faramineuse à la hauteur de l'ampleur du drame. Et c'est bien réel, pas une promesse oubliée dans un tiroir. Alors soyons clairs, l'Algérie n'invente rien. Ce n'est ni la première ni la seule à réclamer justice et réparation. Elle n'est pas une exception. Elle peut parfaitement s'appuyer sur des précédents solides, l'exemple de la Corée du Sud face au Japon, celui de la Namibie avec l'Allemagne et bien sûr celui d'Israël le plus emblématique. Ce sont des cas concrets qui montrent que demander réparation n'est pas une folie, c'est une démarche légitime et historiquement fondée. Mais attention, le dossier algérien lui a une particularité redoutable, l'addition pourrait être salée, très salée. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas simplement d'une guerre de libération de 7 ans. Non, ce que l'Algérie a enduré, c'est 132 années de colonisation. Une présence française imposée depuis 1830 jusqu'à 1962, un siècle et presque un demi. C'est gigantesque.
Alors maintenant, imaginez un peu comment calcule-t-on les pertes accumulées sur plus d'un siècle. Les terres confisquées, les populations déplacées, les richesses exploitées, les vies brisées. Le calcul ne sera ni simple ni léger. Et surtout, certainement pas bon marché. Les chiffres tournent, les estimations s'accumulent et les scénarios s'enchaînent. Mais dans l'hypothèse raisonnable, celle qu'on pourrait qualifier de modérer l'Algérie, serait en droit de dresser une longue liste de pertes colossales. On parle ici de déculturation massive de populations maintenues dans l'analphabétisme, de maladies propagées, de violences, de tortures, de déplacements forcés de familles entières arrachées à leurs terres, des villages rasés remplacés par des infrastructures pensées pour les colons, des villes algériennes détruites pour faire place aux cartes postales coloniales françaises. Tout ça, ce ne sont pas des mots, ce sont des dommages matériels concrets qu'on peut et qu'on doit comptabiliser. Et puis, soyons sérieux, 2 secondes, les faits sont là. On ne peut pas se contenter de les ignorer. D'ailleurs, ce ne sont pas que les Algériens qui le disent. De plus en plus de voix françaises du monde académique comme du champ politique reconnaissent ces réalités. Les historiens en parlent, les intellectuels les documentent, et même les responsables politiques s'y penchent. Emmanuel Macron lui-même, oui, un président en exercice a osé lâcher le mot « crime contre l'humanité ». Mais un tel crime, par définition, ne laisse pas que des cicatrices morales. Il engendre aussi des ravages économiques, humains, sociaux, et tout ça, c'est chiffrable. Quand on dresse la liste des horreurs subies par l'Algérie, on ne parle pas juste de blessures symboliques. On parle de vies fauchées, de corps irradiés par les essais nucléaires, de torturés, de massacrés, de maladies propagées, d'une population traumatisée et surtout d'un pays littéralement dépossédé, des terres arrachées, un patrimoine matériel comme immatériel pulvérisé, des centres urbains anéantis ou remodelés pour effacer l'identité algérienne. Et quand on additionne tout ça, les estimations raisonnables parlent déjà de 200 à 300 milliards d'euros. C'est une fourchette moyenne. Parce que si on voulait entrer dans les moindres détails, on grimperait vite au-delà des 1000 milliards de dollars. Mais soyons réalistes, personne ne s'attend à ce que cette somme soit un jour sur la table. Et d'ailleurs, spoiler alert, la France ne paiera pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste l'évidence froide. Vous imaginez un instant qu'on chiffre tous les dégâts infligés à l'Algérie pendant 132 ans de colonisation, ce serait tout simplement supérieur au PIB français. Autrement dit, irréalisable. Et puis, attention, Paris a déjà sa ligne de défense toute prête. Argument classique mais redoutable. Certes, on a colonisé, on a tué, on a volé, mais on vous a laissé des routes, hein? Des rails, des bâtiments, des ponts, des ports, regardez. Alger, 80% des immeubles viennent de l'époque coloniale. Constantine, pareil, Annaba. Aussi, on n'est pas parti les mains vides, mais on ne vous a pas tout emporté non plus. Voilà le legs colonial transformé en justification comptable. Une vraie logique de notaire impérial. Soyons clairs, les routes, les bâtiments, les gares ou les ports laissés par la France en Algérie n'ont jamais été pensés pour les Algériens. Ces infrastructures, c'était avant tout pour servir la machine coloniale, pour faciliter la vie des colons, pas celle des colonisés. Et pourtant, à l'indépendance, ce sont bien les Algériens qui en ont hérité. Alors certains diront, vous avez récupéré quelque chose quand même. D'accord. Dans ce cas, pourquoi ne pas les inclure dans le calcul et déduire leur valeur de la somme globale des réparations? Techniquement, c'est envisageable. Le hic, c'est que la loi algérienne qui exige réparation n'a jamais précisé comment on comptabilise tout ça. Aucune méthode, aucun cadre rigoureux. Bref, un flou juridique qui complique sérieusement la discussion. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à cette estimation moyenne, une enveloppe entre 200 et 300 milliards d'euros, une somme certes colossale mais plus réaliste que les 1000 milliards parfois évoqués. Car oui, on ne peut pas tout facturer. La France en partant n'a pas tout rasé. Elle n'a pas dynamité les ports, ni les gares, ni les immeubles. L'Algérie indépendante a récupéré des quartiers entiers, des bâtiments, des logements, parfois même des biens situés sur le sol français. Donc exiger 1000 milliards serait sans doute exagéré. Mais 200 ou 300 milliards, vu l'ampleur des dégâts humains, sociaux et matériels, ça reste un chiffre raisonnable dans l'absurde. Alors oui, soyons de bonne foi, si on prend en compte les infrastructures laissées par la France, on peut tout à fait les retirer de l'addition finale. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Mais même en soustrayant tout ça, la note reste salée, très salée même. On parle toujours d'un montant qui pourrait flirter avec 200 à 400 milliards d'euros. Et autant dire que ce n'est pas une paille. Pour vous situer, c'est un montant qui pèserait lourd, très lourd sur les finances publiques françaises.
On serait à des niveaux qui feraient trembler n'importe quel ministre de l'économie, même un habitué des déficits. Alors inutile de se voiler la face, l'État français, dans sa grande sagesse budgétaire, refusera très probablement tout net. Mais bon, on est dans la sphère diplomatique, là où tout repose sur un fil. Ce genre de sujet, ça se joue à la table des négociations. Tout dépendra donc des responsables algériens. Seront-ils capables de faire pression, de convaincre Paris que la justice historique vaut bien un effort financier? Ce ne sera pas qu'une question de volonté, ce sera une question de compétence, de stratégie, de crédibilité politique. Si les négociateurs algériens veulent que cette demande dépasse le stade du symbole, ils devront être très très solides. Parce que oui, il faut bien le dire, la France ne lâchera rien facilement. Regardons les chiffres en face. Le produit intérieur brut de la France tourne actuellement autour de 2 920 milliards d'euros. Alors demander entre 200 et 400 milliards, ça équivaut quand même à 10 à 20% de toute la richesse que le pays produit en une année. Et attention, ce n'est pas tout. La France aujourd'hui traîne déjà une dette colossale qui frôle voire dépasse son propre pays. En clair, l'État français est endetté à hauteur de ce qu'il gagne. Vous voyez le tableau. Alors une question s'impose, la France est-elle vraiment en mesure de payer cette somme? Eh bien, sauf miracle économique, il faudrait soit contracter encore plus de dettes, soit vider les coffres si tant est qu'il en reste. Une autre option s'offre à elle, celle du compromis à la mode allemande. Plutôt que d'envoyer un gros chèque tout de suite, la France pourrait proposer un échéancier versé chaque année un montant fixe à l'Algérie sur plusieurs décennies. On parlerait ici d'un plan étalé sur 30, 40 ou même 50 ans. Le temps de solder doucement mais sûrement sa dette morale historique et financière. Avant même de sortir la calculette encore, faudrait-il faire plier Paris? Car soyons clairs, la France a déjà dégainé sa réponse officielle. Le ministère des Affaires étrangères, le fameux Quai d'Orsay, a réagi au quart de tour après l'adoption de cette loi algérienne qui érige la colonisation française en crime. Leur verdict sans détour, une manœuvre ouvertement hostile aux intérêts tricolores. Traduction diplomatique, c'est une attaque frontale, on ne laissera pas passer. Et si Paris monte ainsi au créneau, ce n'est pas uniquement pour des raisons d'orgueil historique. Il faut se mettre à leur place, ouvrir la porte aux indemnisations. C'est risquer l'hémorragie budgétaire, car spoiler, les caisses ne sont pas pleines. Pas du tout. La France est déjà dans le rouge noyé sous une dette colossale. Accrochez-vous bien, on parle ici de plus de 30 milliards d'euros d'endettement, un gouffre. Donc imaginez ce que représenterait une addition algérienne à 3 chiffres en milliards. Imaginez un peu la scène, l'Algérie claque sur la table une facture de 200 à 400 milliards d'euros. Résultat immédiat, la dette française enflerait d'au moins 5%. Et encore, c'est dans le meilleur des cas. Bien sûr, on pourrait envisager un plan de paiement en plusieurs temps des négos à rallonge. Mais soyons lucides, voir la France valider une telle demande aujourd'hui, c'est un doux rêve, presque une fiction politique. Accepter non seulement le montant, mais aussi le principe même de cette réparation très peu probable. Alors maintenant, le ballon est dans le camp algérien. C'est aux responsables d'Alger de démontrer qu'ils ont l'étoffe, la stratégie et la ténacité nécessaires pour convaincre Paris que rendre justice n'est pas une faveur mais un devoir historique. Et pour faire monter la pression, pourquoi ne pas remettre en cause les fameux accords de 1968, ceux qui offrent aux ressortissants algériens des privilèges spécifiques pour immigrer en France, un levier diplomatique redoutable s'il est bien utilisé. Et si Alger décidait de tirer un trait sur l'accord de 1968, on pourrait très bien l'abroger, le plier, l'envoyer au tiroir de l'histoire et réclamer en échange une compensation financière digne des ravages subis durant la colonisation. Une carte à jouer sans doute, un levier diplomatique de poids. Ce qui est sûr, c'est que la loi récemment votée en Algérie vient tout juste d'ouvrir un nouveau chapitre dans le grand feuilleton des relations franco-algériennes. Sauf que ce texte, soyons honnêtes, manque cruellement de finition, il est flou, partiellement bâclé et laisse bien trop de zones d'ombre. Il va falloir le revoir, le renforcer pour que les autorités algériennes puissent plaider leur cause avec clarté face à Paris et défendre leur position de manière cohérente. Et de l'autre côté, c'est déjà non catégorique. Le ton est donné pour la France, pas question de sortir le carnet de chèques. Cette posture prévisible annonce une période de tension intense où seule une pédagogie politique des deux côtés permettra d'éviter l'impasse. Il faudra des leaders lucides, posés et sincères parce que tôt ou tard, cette page de l'histoire devra être tournée. Il faudra solder les comptes, faire ce que l'Allemagne a su faire et refermer définitivement ce chapitre colonial douloureux qui continue des décennies plus tard à inflammer les mémoires, raviver les blessures
et nourrir l'incompréhension entre deux peuples liés par un passé commun mais pas encore réconciliés. Pas encore réconciliés.